J'accueille sans plus tarder Pauline Laure. Pauline travaille à la direction des achats. Et elle m'a fait très plaisir quand elle a accepté de venir présenter aujourd'hui à SpeedTech, parce que le défi, quand même, présenter devant 500 personnes sur un sujet non validé, en dehors de tout support hiérarchique, etc., ça c'est courageux. Pauline, the floor is yours. Bonjour à tous. Alors, je vais commencer cette présentation par une question. Honnêtement, c'est un peu la question qui tue. Je vais vous demander de jouer le jeu. Je pense que vous n'allez pas être sincère, mais je vais vous demander d'être honnête et d'être courageux. Qui d'entre vous dans la salle se met réellement à stresser le jour où il doit faire un vaccin, une prise de sang, qui voit l'aiguille approcher de son bras? Je vous demande de lever la main et d'être courageux. Ah, vous êtes nombreux quand même, hein? On assume devant les collègues, allez! Je vous comprends, moi aussi j'ai peur. Je suis capable de tomber dans les pommes. Ben justement, aujourd'hui, je vais vous proposer la solution à cette phobie. Alors, je vais commencer par une image qui est un peu effrayante, ou pas, ça dépend pour qui. Qu'est-ce que c'est que cette image? Eh ben, c'est le tout premier brevet de la seringue qui a été déposé en 1860 par le scientifique Alexander Woods. Alors, ce qu'il y a de rigolo dans cette image, quand vous la regardez, c'est que vous vous dites au final, ça n'a pas beaucoup évolué. Notre seringue, on l'utilise toujours autant pour un tas d'applications médicales. Il faut savoir que la seringue, c'est ce qui a le plus amélioré notre niveau de vie avec l'eau potable. Elle l'a rallongé de dizaines d'années. Mais comme toute technologie, elle doit évoluer avec son temps. Parce qu'en fait, la seringue, à l'heure actuelle, ça cause encore de nombreuses problématiques. Alors d'une part, on a la problématique de la phobie, celle que j'ai abordée avec ma question. Soyez rassurés pour ceux qui ont peur, d'après l'OMS, c'est environ 20% de la population qui a une réelle phobie de l'aiguille. Donc ici, on est à peu près 500. Donc sachez qu'il y a environ 100 personnes ici qui ont une réelle peur de la vaccination. Et cette réelle peur de la seringue, ça va jusqu'à empêcher certaines personnes de se faire vacciner et d'aller faire leur prise de sang. On a aussi une autre problématique qui est liée avec tous les risques sanitaires qui sont liés à la seringue. Alors là, c'est pareil, il y a un chiffre qui est quand même assez alarmant, qui a publié l'OMS. Sachez qu'il y a environ 1,3 million de personnes qui décèdent chaque année dues à des infections qui sont liées à une mauvaise utilisation de l'aiguille. Mais aujourd'hui, je vais vous présenter une solution à toutes ces problématiques. C'est un projet que je trouve extraordinaire, qui est réellement porteur d'espoir. C'est bien mieux que l'iPhone 6. C'est le nanopatch. J'ai découvert dans une conférence TED, alors les conférences TED, on l'avait abordé à un SpeedTech il y a quelques temps. En fait, c'est toutes les conférences sur l'innovation, les dernières innovations de l'année. Et là, c'est une innovation qui nous vient tout droit d'Australie, qui a été développée par un ingénieur biomédical qui s'appelle Mark Kendall, et qui a en fait réalisé un mariage complètement improbable. Il a marié l'industrie pharmaceutique et le médical avec les nanotechnologies. Donc les nanotechnologies, c'est ce qui est utilisé dans la construction des microprocesseurs. Donc c'est là tout le génie de cette découverte, c'est que c'est deux industries qui, en apparence, n'ont absolument aucun lien. Donc j'imagine que là, vous vous dites, je vois pas trop le lien entre le microprocesseur et les vaccins. Et bien en fait, je vais vous parler d'un produit, donc toujours le nanopatch, où là, on n'a pas une aiguille, mais on a 10 000 petites aiguilles. Alors ça vous fait peur dans l'immédiat, mais en fait non. En fait, c'est 10 000 petites aiguilles, donc on est dans l'échelle du nanomètre, donc elles sont infiniment petites, infiniment rapprochées, et elles sont réparties sur un tout petit bout de silicium qui fait 1 cm sur 1 cm, donc plus petit qu'un timbre. Sur ce petit carré, vous pouvez le toucher, les aiguilles sont tellement rapprochées que en fait, le patch est complètement lisse. Et c'est sur ce nanopatch que l'équipe de Mark Kendall va répartir de façon homogène une dose de vaccin, une très petite dose de vaccin. Et ici, on n'est plus sous forme liquide, on est sous une forme sèche. On est dans une poudre de vaccin qui est répartie donc sur ce nanopatch.
Alors comme je vous disais, vu qu'on est dans l'infiniment petit, vous vous doutez bien que c'est un peu compliqué à appliquer et qu'on ne va pas prendre le patch entre nos doigts et puis le mettre comme ça sur notre peau. On va utiliser un applicateur, donc l'applicateur que vous voyez là. On prend ce nanopatch, ce petit carré que l'on pose donc au bout, et vous l'appliquez sur votre bras. C'est le même principe qu'un stylo bic. On le clip sur votre épiderme, vous le laissez 2 secondes, vous le retirez, aucune douleur, et vous êtes vacciné. Mais alors, cette technologie, donc, qui est quand même plus petite qu'un timbre, elle répond, c'est ce que je vous disais, donc, à 2 grosses problématiques. C'est qu'elle est indolore, c'est aussi qu'elle répond à tous les problèmes de risque sanitaire liés à l'aiguille, mais vous allez voir qu'elle est aussi révolutionnaire et elle est porteuse d'espoir sur d'autres problématiques. D'une part, elle va améliorer l'efficacité, l'immunité des patients dans un vaccin. D'autre part, elle va aussi répondre à la problématique de la chaîne du froid. Parce que vous savez qu'un vaccin, tout autour, il y a la gestion du froid. C'est des problématiques de réfrigération autour du stockage, du transport, de la distribution. On va d'abord traiter la première problématique, qui est celle de l'immunité chez les patients. Donc pour faire de façon simple, qu'est-ce que c'est qu'un vaccin ? Quand vous allez vous faire vacciner, on va vous injecter un germe, un microbe, de manière atténuée. Le but, bien sûr, c'est pas de vous rendre malade. Et ce germe, ce microbe, va aller à la rencontre donc, des cellules de votre système immunitaire, qui celles-ci vont apprendre, enregistrer, à gérer la maladie le jour où vous allez la contracter. En fait, avec le nanopatch, Mark Kendall, en le déposant directement sur l'épiderme, s'est rendu compte que le nanopatch, il va aller directement taper dans les cellules du système immunitaire. Parce que quand vous regardez donc, sur cette photo, où vous avez en vert une des 10 000 aiguilles du nanopatch, vous avez en couche supérieure de notre épiderme toutes les cellules superficielles, c'est-à-dire nos peaux mortes. Quand vous arrivez donc dans la couche inférieure qui est en violet, là où va directement taper le nanopatch, on est directement dans les cellules du système immunitaire. Donc en fait, avec le nanopatch, on utilise une dose infime de vaccin et on va directement dans les cellules du système immunitaire. Donc l'immunité est renforcée. Alors pour les plus scientifiques, je vais vous montrer un beau graphique qui est en fait très simple, même si elle a l'air compliqué. Sur l'axe vertical, vous avez la réponse immunitaire d'un vaccin. Vous voyez aussi que sur le côté, il y a une ligne en pointillé. Et en fait, c'est à partir de quel moment mon vaccin devient efficace dans mon organisme. Vous avez la ligne bleue, qui est celle du nanopatch, puis la ligne rouge, qui est notre vaccin ordinaire. Vous vous rendez compte que le nanopatch, déjà, il est efficace tout de suite, et qu'il est efficace qu'à partir de 6,5 nanogrammes, alors que notre vaccin ordinaire, il n'est pas efficace tout de suite, et qu'il est efficace à partir de 6000 nanogrammes, soit 1000 fois plus. Donc ce qui est révolutionnaire, c'est que déjà, ça améliore considérablement notre immunité, mais en plus, vu qu'on utilise une très faible dose de vaccin, on fait considérablement baisser le coût du vaccin. Et là où c'est réellement porteur d'espoir, c'est que pour les pays qui ne peuvent pas se permettre de payer ces vaccins, qui ne peuvent pas se permettre de payer ces infrastructures, ils vont pouvoir développer des réelles campagnes de vaccination à moindre coût. Je vais vous parler ensuite de la deuxième problématique, qui est celle de la réfrigération de la chaîne du froid. Alors j'imagine que vous avez tous déjà connu cette situation, quand on doit faire nos rappels ou quand on doit aller faire vacciner nos enfants. On va à la pharmacie, il faut récupérer son vaccin, il faut tout de suite rentrer chez soi, le mettre dans le frigidaire. Il suffit qu'on ait rendez-vous chez le médecin le soir et qu'on ait notre journée de travail, il faut rentrer chez soi, aller le rechercher dans le frigidaire, retourner chez le médecin, vite se faire vacciner. Pour nous, la chaîne du froid, c'est déjà un peu une problématique. Mais alors, je vous laisse imaginer ce que c'est pour les pays chauds, qui n'ont pas ces infrastructures. C'est pas une problématique, c'est un réel défi en fait. Donc là, je vous montre une situation extrême d'approvisionnement de vaccins, on est d'accord ? Mais très sérieusement, un chiffre encore très alarmant de l'OMS dit que la moitié des vaccins qui sont envoyés en Afrique, dû au manque d'infrastructures et aux conditions climatiques,
perdent une partie de leur efficacité. Donc là où le nanopatch est encore énormément porteur d'espoir et qui a un vrai but humanitaire, c'est que comme on est dans une forme sèche, on n'a plus aucune problématique de réfrigération. D'ailleurs, l'équipe de Mark Kendall l'a mis dans des situations extrêmes. Ils ont mis le nanopatch avec la poudre pendant 1 an dans une situation, dans une température tempérée, 23 degrés, et l'efficacité du vaccin n'a absolument pas été dégradée. Donc ce qu'il y a de sympa entre nous, c'est que cette technologie, elle est révolutionnaire, elle fait énormément progresser la médecine et le médical, mais en plus, pour une fois, elle va impacter des populations, les pays notamment qui n'en ont pas les moyens et qui, les 3/4 du temps, sont un peu laissés sur le bas de la route pour ces technologies très avancées. D'autre part, elle est aussi révolutionnaire parce que là, on a allié 2 industries qui, au départ, n'avaient rien à voir les unes avec les autres, les microprocesseurs et le vaccin. Et c'est là qu'on va trouver nos relais de croissance de demain, notamment dans la pharmacie. Et ça va être la ligne conductrice des prochaines présentations de Philippe et de Olivier. Mesdames, Messieurs, merci. Et je laisse la place à Philippe.